Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc dans cette vidéo on va parler du marché immobilier actuel. Alors certains prédisent le crack du siècle, d'autres disent simplement une petite correction. Moi l'idée de cette vidéo c'est vraiment de te donner des conseils pour pouvoir passer cette période un petit peu de trouble. Donc comme tu l'as remarqué, il y a la guerre en Ukraine, il y a des crises énergétiques, des crises économiques, oui ça c'est un fait, on rentre dans une récession. Il y a une surinflation, il y a vraiment beaucoup de choses qui fait que le marché immobilier peut être impacté, sans compter aussi sur le fait au niveau des financements où c'est quand même pas mal compliqué, notamment avec toujours les restrictions HCSF, avec le taux d'usure, avec tout un tas de choses. Donc on va dire que je pense qu'on a quand même connu mieux en termes d'immobilier, mais il y a toujours des avantages dans n'importe quelle situation, et c'est ce que j'aime bien dire, et c'est vraiment qu'à chaque fois que j'analyse un petit peu l'histoire, c'est toujours ce que j'ai remarqué. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te donner un petit peu des axes, des conseils pour pouvoir passer un petit peu cette période, comme je te disais, de trouble, d'incertitude, et surtout comment essayer d'en tirer parti en prenant un minimum de risques. Tout d'abord, ce que j'aimerais déjà souligner, c'est que quoi qu'il arrive, si le prix de l'immobilier baisse un petit peu, ou même beaucoup, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. C'est un petit peu comme les actions ou toutes les autres choses. Tu as une perte fictive, mais tant que tu ne l'as pas vendue, et du coup tu ne l'as pas validée, on va dire, cette perte. Et déjà, c'est un point qui est très important. Deuxième point aussi, j'aime bien regarder, comme je te disais, l'histoire, et c'est vrai qu'il s'est passé tout un tas de choses aussi durant les 30, 40, 50, 60 dernières années, et dès que j'ai vu qu'à chaque fois qu'il y avait une correction du prix de l'immobilier et que le prix de l'immobilier avait tendance à chuter un petit peu, et du coup le prix des loyers lui augmentait, tout simplement parce que du coup tu as moins de personnes qui pouvaient acheter, et du coup plus qui partaient en location, donc il y avait une tension plus forte sur le locatif, déjà qu'il y en a quand même une bonne en France, et du coup c'est ce qui faisait que tu avais une correction à ce niveau-là, et du coup tu avais une augmentation des loyers, ce qui fait que in fine, ta rentabilité était meilleure. Ces dernières années, le prix de l'immobilier a explosé vers la hausse, et du coup, les loyers n'ont pas forcément suivi, n'étaient pas corrélés en fait à cette augmentation. Et du coup, c'est là où il y a un rééquilibrage des choses, et c'est potentiellement là où tu pourras faire des meilleurs deals, parce que du coup, le prix de l'immobilier baisse, le prix des loyers peut potentiellement augmenter, et du coup, c'est ce qui est intéressant. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, déjà, je ne crois pas forcément tous ceux que te disent des pseudo-économistes en disant c'est le crack du siècle ou quoi. Je pense que personne ne peut le savoir et que de toute façon le temps nous le dira, mais quoi qu'il arrive, c'est important de prendre des bonnes décisions maintenant et pas de se dire, ça c'est un peu comme ceux qui disaient le prix de l'immobilier était trop cher donc j'investis pas, là il va peut-être y avoir une crise donc j'investis pas. Non, en fait ça c'est toujours des excuses. Nous l'idée c'est de voir un petit peu comment faire pour pouvoir investir intelligemment et surtout profiter un petit peu de cette situation. Et il y a aussi un adage que j'aime bien d'un de mes mentors aux États-Unis qui dit qu'il n'y a jamais de mauvais marché immobilier, il y a toujours des mauvais deals. Tu aurais pu acheter après la crise des subprimes en 2008. Alors oui, c'était pas très cher, mais le marché dans l'absolu était pourri et faire des très bons deals, et d'ailleurs ça s'est avéré. Tu pouvais investir en 2006-2007 alors que le marché était très hot et beaucoup de personnes rentraient dans ce marché en pensant que le marché était très bon, et souvent tu faisais des mauvais deals parce que tu l'achetais moins bien. Donc vraiment, il n'y a pas, comme je disais, de mauvais marché, il n'y a que des mauvaises affaires. C'est comme il n'y a pas de mauvais secteur, c'est qu'il n'y a que des mauvais prix. Et le mauvais prix est corrélé directement à l'affaire en elle-même. Donc vraiment, je pense qu'à partir du moment où on garde cette façon de réfléchir et cette façon de penser avec pas de mauvais marché, que des mauvaises affaires, c'est ce qui peut nous permettre vraiment d'aller de l'avant, et c'est ce qui peut nous permettre de rentrer éventuellement dans ce marché ou de profiter de ce nouveau marché qui s'offre à nous. Maintenant, je vais te donner 3 conseils, 3 axes de réflexion éventuellement pour pouvoir tirer bénéfice de ce marché sans forcément perdre toutes tes plumes. C'est vraiment quelque chose qui est important. Premièrement, et c'est vraiment quelque chose que j'ai conseillé aussi à mes participants de mon club privé, c'est de rester actif dans ce marché. Ce n'est pas parce qu'il y a une période de trouble qu'il faut arrêter de faire des visites, arrêter de s'intéresser sur le marché, de réseauter et arrêter de faire tout un tas de choses. Donc vraiment, c'est important de se dire, ok, le marché est ce qu'il est, mais il faut que je reste actif. Parce que comme je disais, même si le marché n'est pas bon, que demain tu as un de tes apporteurs d'affaires, agent immobilier ou autre, qui t'apporte une super bonne affaire, il faut la saisir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une opportunité. Donc vraiment, rester dans l'action, c'est hyper important. Deuxièmement, j'en suis persuadé qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités qui vont arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un gros changement complet. Le financement est beaucoup plus dur.
Ça, c'est un fait. Donc, ce qui fait que ça restreint énormément et que toutes les potentiels investisseurs touristes ou acheteurs touristes seront rayés de la carte et du coup ne pourront plus investir parce qu'ils sont là en touriste, ils se disent peut-être si j'ai de la chance, je vais trouver un financement. Ça, c'était peut-être valable il y a quelques années, mais maintenant, ça ne l'est plus. Maintenant, c'est un marché qui se professionnalise. Donc, qui dit un marché plus professionnel, dit un marché qui est moins concurrentiel, mais avec une concurrence qui est différente. Et c'est là où je me dis que potentiellement, il y aura un gros switch déjà juste à cause de l'impact du financement. Deuxièmement, il y a un impact aussi énergétique qu'il ne faut pas négliger. Et cet impact énergétique, dans un point de vue plus global, c'est que ça aura aussi un impact sur combien tu es prêt à mettre dans ton logement. Parce que tout simplement, si tu doubles, par exemple, tes factures d'énergie, tu peux pas l'inventer en fait cet argent-là. Donc il faut vraiment que tu te restreignes. Et si tu t'es déjà restreint au niveau de la nourriture, si tu t'es déjà restreint au niveau de pas mal de choses, il y a une chose que tu peux restreindre, c'est éventuellement ton loyer ou éventuellement tes mensualités de ta résidence principale. Et dans ce cas-là, c'est des biens qui vont potentiellement revenir sur le marché parce que les personnes n'auront plus la possibilité de se loger à ce prix-là. Donc devront prendre soit plus petit, soit devront partir en location. Donc c'est vraiment un switch qui pourra se faire parce que comme je le disais, si tu augmentes de 100-200 euros ta facture d'énergie tous les mois, c'est 100 ou 200 euros qu'il faudra que tu essaies de retrouver ailleurs parce que c'est pas ton patron qui va te les donner juste comme ça pour pouvoir compenser ça. Sans parler de l'inflation, de tout ça. Donc c'est un pouvoir d'achat qui diminue énormément et ce n'est pas à prendre à la légère et ça aura selon moi un impact direct sur ça. Il faut savoir aussi, et on l'a bien vu avec le Covid, que pendant les périodes de troubles, il y a beaucoup de changements. Il y a des divorces, il y a des... tu te rends compte que finalement, tu es plus souvent avec une personne, ou dès que tu as des problèmes d'argent qui rentrent en compte, du coup, c'est pas forcément simple à gérer, et du coup, c'est là où il y a de plus en plus de divorces. Qui dit divorce, dit vendeur motivé. Qui dit vendeur motivé sur un marché d'acheteurs, gros potentiel de négociation, gros potentiel d'acquisition à un prix qui est très intéressant et une optimisation à faire qui est très intéressante. Il y aura et aussi malheureusement de plus en plus de décès étant donné que notre population vieillit. Donc tu vois, tout ça mis bout à bout fait que si tu ne restes pas actif dans ce marché, ça va faire que tu peux passer à côté de beaucoup d'opportunités. Autre point qui est important sur le fait de rester actif, c'est pas parce qu'un bien trouve preneur et il y a une offre d'achat qui a été faite sur le bien qu'il faut que tu arrêtes ta prospection sur ce bien à ce moment-là. Non, moi ce que je te recommande, c'est vraiment de garder des bonnes relations avec le vendeur, avec l'agent immobilier éventuellement, tout simplement parce que il y a quand même, allez, on va dire une chance sur deux, une chance sur trois que ce bien-là revienne sur le marché, tout simplement parce que l'acquéreur n'a pas trouvé un financement. Donc reste toujours en bon terme, donne toujours ton numéro, indique bien de les rappeler, mets-toi dans ton calendrier d'ici un mois ou deux de les rappeler directement pour savoir où on est, comme ça te donnera à peu près une tendance et éventuellement si le bien va revenir sur le marché ou pas, parce que c'est du coup, je pense qu'il y aura quand même énormément de biens qui vont revenir sur le marché grâce à ça. Et du coup, un vendeur qui est potentiellement encore plus motivé, s'il était déjà motivé à vendre il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que, toujours pareil, si on est dans un divorce et que tu mets 3 mois à essayer de le vendre, finalement il revient sur le marché, le vendeur sera plus enclin à accepter une offre un peu plus basse et du coup tu pourras bien mieux négocier. Tu auras des biens qui vont mettre plus de temps à se vendre aussi, tout simplement. Et du coup, là, ça va être vraiment, comme je disais, un marché qui va redevenir acheteur en faveur des acheteurs où on aura un plus fort pouvoir de négociation. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Dernier point, c'est qu'il y a toujours des solutions pour tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est d'analyser. D'ailleurs, je te fais une vidéo que je te mettrai là ou là sur des nouvelles solutions de financement. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a besoin de faire du business, que ce soit les banques, que ce soit toi, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit les notaires, que ce soit peu importe. Et du coup, bizarrement, dès qu'on a besoin de faire du business, on est de plus en plus créatif. Comme je le disais, ces derniers temps, on était vraiment dans un marché de vendeurs, donc il n'y avait pas trop de créativité là-dedans. Mais dès qu'on va passer dans un marché d'acheteurs, là, il y aura beaucoup plus du coup de créativité par rapport à ça et éventuellement des solutions annexes. Donc plus tu vas rester actif sur le marché de manière globale, plus tu pourras être alerte et averti de nouvelles solutions que tu peux avoir. Deuxième conseil que je te recommande du coup, c'est de réduire les risques beaucoup plus. Comme je le disais, vu qu'on était dans une période qui était très particulière ces dernières années, on essayait d'être plus enclin au risque, d'accepter un peu plus de risques. J'ai vu des personnes qui disaient aucune condition de financement, même si elles allaient devoir chercher un financement, parce que voilà, elles avaient de bonnes relations avec leur banque, pourquoi pas.
Là, en l'occurrence, tu peux plus te permettre de faire ça. Donc, le fait de réduire les risques est encore plus important. Et ça peut être réduire sur les risques sur ce que tu achètes, sur le secteur auquel tu achètes, sur le prix que tu achètes, sur l'état du bien que tu achètes. Donc, sur tout un tas de critères que tu peux mettre en place. Notamment, par exemple, sur un secteur, il y a des personnes qui avaient tendance à de plus en plus s'éloigner des grandes villes, de plus en plus s'éloigner de services, de transports en commun, de trains, peu importe. Là, il faudra faire attention. Il y a cette notion de coût d'énergie qui rentre en compte, l'essence qui coûte de plus en plus cher. Les personnes, comme je le disais aussi au préalable, vont faire de plus en plus attention à leur budget. Donc si tu leur dis, tu seras à 20 minutes ou 30 minutes du train, par exemple, pour aller en banlieue, non, en fait, les personnes ne vont plus faire attention à ça. Donc réduis les risques par rapport à ça, essaye de te rapprocher un peu plus des endroits stratégiques, parce que là on va vraiment essayer de se regrouper et la population va faire que se regrouper pour être le plus proche possible de tous les services, de toutes les nécessités immédiates qu'ils ont besoin et qui sont nécessaires aussi pour vivre. Donc le secteur, selon moi, est vraiment à faire très très attention. Ensuite, tu as aussi une notion de travaux. C'est vrai qu'on avait tendance à acheter des biens extrêmement pourris pour essayer, parce qu'on les avait pas chers, pour essayer de faire des travaux et de les louer ou de les revendre plus cher. Ça, c'est une notion qu'il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que là, tu as un risque double à ce niveau-là. Premier risque, c'est en termes de disponibilité de la main-d'œuvre et des matériaux. Pourquoi ? Parce que, comme on l'avait vu là récemment, il y a une crise au niveau des tuiles, mais sur plein d'autres choses où, même nous on le voit avec Chabert Agencement, c'est vrai qu'on arrive toujours en fin de course. Donc, une fois que le bien a été trouvé, rénové, nous on arrive juste avant l'exploitation. Et là, très très régulièrement, pour pas dire tous, mais la plupart de nos investisseurs qui passent par nous, on voit qu'il y a toujours un retard de chantier. À cause des fenêtres, à cause des cuisines, à cause de peu importe en fait quel matériau, et à chaque fois on voit qu'il y a de plus en plus de retard à ce niveau, et ça peut être un retard qui peut être de quelques jours, quelques semaines, ça va, mais des fois on voit 3 mois, 6 mois de retard par rapport à ça, et c'est tout simplement énorme, et plus tu vas faire des travaux, plus tu pourras potentiellement être sujet à ça. Donc fais vraiment très attention, essaye de réduire le risque en prenant un bien qui n'est pas forcément trop pourri. Notamment pareil aussi au niveau de la main d'œuvre. Donc on a vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus travailler dans le bâtiment, et du coup il y a une crise et une pénurie en termes de main d'œuvre. Et aussi, et ça ce n'est pas à prendre à la légère, c'est que tous les devis que tu vas avoir à l'heure actuelle avec un coût actuel, il faut que tu prennes une marge, parce que du coup on tend à avoir une augmentation du coût des matériaux à cause de tout ce qu'on connaît malheureusement, parce que l'énergie, il faut de l'énergie pour créer ces matériaux, l'énergie coûte plus cher, donc automatiquement les matériaux vont coûter plus cher, le transport des matériaux va coûter plus cher, tout va coûter plus cher, et du coup plus tu vas faire des travaux, plus tu auras un coût des matériaux initial qui sera élevé, et plus potentiellement ton risque et ton inconnu va être plus grande. Donc c'est là où il faut faire attention aussi à ce niveau-là, au niveau des travaux. Pourquoi pas être se dire, ok, j'essaie de trouver un bien qui est en pas trop mauvais état et assez proche des commodités, c'est ce qui te permettra du coup d'avoir moins d'inconnus. Je te dis pas qu'il faut pas le faire, je te dis juste que si tu le fais, il faut vraiment le faire en connaissance de cause, et si tu commences dans l'investissement immobilier, là je te conseille de prendre encore moins de risques. Autre point qu'il faut faire attention aussi pour réduire ces risques, c'est vraiment le prix que tu vas acheter. Pourquoi ? Parce que moins tu vas l'acheter cher par rapport au prix du marché, plus tu pourras négocier 10, 20, 30, 40% en dessous du prix du marché. Alors 40, c'est vraiment très bon. Mais ça te fera une petite sécurité, un petit parachute si vraiment tu as une correction qui est peut-être un peu trop importante du prix de l'immobilier. Parce que si tu négocies 20% en dessous du prix du marché et que tu as une correction de 10 voire 15%, tu es toujours gagnant, c'est-à-dire que tu as toujours fait ta bonne affaire. Et là, la bonne affaire, l'adage est encore plus valable sur la bonne affaire se fait à l'achat, parce que là, en l'occurrence, il faut absolument que tu fasses une bonne affaire à l'achat et par rapport à tous ces risques que tu peux rencontrer, une correction ou autre. Donc vraiment faire très très attention à ça, et in fine, bien faire et encore faire plus attention au locataire que tu vas mettre dedans si ton but c'est vraiment de le louer. Donc faire attention à qui tu mets dedans, quels sont ses garants, est-ce qu'ils sont vraiment solides, pourquoi pas prendre une GLI, une garantie loyer impayé dans ton assurance. Il y a tout un tas de choses où tu peux réduire aussi en termes d'exploitation, parce que du coup, qui dit crise économique dit aussi potentiellement des personnes qui ne pourront plus vraiment payer leur loyer. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse le faire. Analyser si par exemple tu vises des étudiants, les garants, donc quel domaine d'activité ils travaillent. C'est sûr que s'ils travaillent dans des domaines qui sont sujets à des pénuries, à des crises ou autres,
faut faire attention. Donc vraiment, tout ça mis bout à bout, il faut que tu essayes de réduire un maximum le risque et c'est ce qui te permettra de passer et de continuer à être actif comme je disais précédemment et de passer cette période-là en prenant le minimum de risques et du coup moins d'inconnus. Troisième conseil que je te recommande, c'est de se diversifier. Alors moi, ça fait plusieurs années maintenant que je me diversifie. Personnellement, je reste que dans l'immobilier. Il y a plusieurs diversifications possibles. Tu peux te diversifier dans d'autres domaines, immobilier, bourse, crypto, peu importe. Même si bourse et crypto en ce moment, il peut y avoir des opportunités, mais on ne sait pas encore où est-ce que ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se diversifier, c'est que tu vas réduire tes risques. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Moi, personnellement, ça fait 3-4 ans que j'investis aux États-Unis. Là, on a commencé à investir au Canada aussi. C'est dans une optique de diversification. Je reste dans l'immobilier parce que je ne m'intéresse pas forcément sur les autres choses, mais ce que je vise moi, c'est une diversification en termes de marché, en termes de monnaie, en termes de politique, en termes d'économie, en termes de tout un tas de choses, et c'est ce qui fait que pour moi, ça réduit les risques. Si par exemple j'ai investi aux États-Unis il y a quelques années, c'était pour avoir du patrimoine en dollars, pour être dans un marché qui est différent, plus en faveur des propriétaires d'ailleurs. Si tu veux, je pourrais te faire une vidéo sur ce sujet-là, sur investir aux États-Unis, investir au Canada, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, je suis super content, je suis assez content quand même parce que tout mon patrimoine immobilier, juste avec le taux de change, a pris 20%. Oui, j'ai acheté des dollars avec des euros et du coup mon patrimoine est en dollars. Et juste avec le taux de change, on a pris plus de 20%. Sans compter vraiment la rentabilité intrinsèque des investissements qui eux étaient déjà très très rentables. Donc c'est là où, tu vois, il peut y avoir une période de trouble et des problématiques sur un marché, sur un domaine, mais il y en a un autre qui peut te permettre de compenser ou même de performer. Ce qui est le cas d'ailleurs par rapport au dollar, et c'est là où je suis assez content pour ça. Mais voilà, la diversification, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est ce qui va vraiment te permettre de stabiliser ton patrimoine. Et encore plus par rapport à ça, fais attention à la diversification parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des pays qui sont beaucoup plus petits, avec des monnaies qui sont beaucoup moins stables. Et surtout à l'heure actuelle, les monnaies sont très très volatiles, les petites monnaies, donc il faut faire très attention. Je pense à des personnes qui ont investi en Turquie par exemple, où la livre turque s'est écrasée. Alors ton bien a beau performer, si ta monnaie ne performe pas et s'écrase, c'est pas bon. Je pense, alors moi personnellement, j'ai pas investi à des pays un peu comme Bali ou autre, pour différentes raisons, mais notamment la monnaie, ou notamment le fait qu'il soit trop sujet au tourisme. Et là, on sait jamais, en période de conflit comme ça, le tourisme, il réduit. La monnaie, sur des petits pays, et surtout un pays qui est dépendant vraiment à fond du tourisme, la monnaie chute aussi. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui font qu'il faut prendre en considération. Et si tu veux, je pourrais même te faire une vidéo directement reliée à ça, sur le fait d'investir dans l'immobilier à l'étranger, quels sont les paramètres que je regarde, pourquoi j'investis dans tel pays, dans telle ville, pourquoi pas dans d'autres, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pense notamment ici à mettre en place un espèce d'investissement en commun que je pourrais réaliser, où moi par exemple je suis un investisseur actif qui trouve les produits, qui fixe les produits, qui met en place tous les produits d'investissement, donc immobilier, des immeubles, et je les mets en place, et je cherche des investisseurs aussi financiers un peu plus passifs qui eux mettent de l'argent pour se sécuriser, pour se diversifier, et voilà, comme ça permet de sortir un peu d'euros et de se dire maintenant j'ai des dollars canadiens ou j'ai des dollars américains pour d'autres investisseurs avec qui on a investi aux États-Unis, mais comme ça peut te permettre de diversifier. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires, et je pourrais faire une vidéo à ce sujet, ou même une conférence un soir, je pense, pour parler un petit peu de tout ça. Mais vraiment, je te conseille, je te recommande d'ailleurs ces 3 conseils. 1, de toujours rester dans l'action, parce qu'il y aura toujours des opportunités. 2, faut rester dans l'action, mais faut faire attention, faut vraiment se sécuriser. Et 3, éventuellement, se diversifier, rester dans l'action et regarder ce qui se passe ailleurs et voir. C'est un peu comme de partout, mais à qui profite le crime, comme ce que j'aime bien dire. C'est Sherlock Holmes qui disait toujours, je crois que c'était Sherlock Holmes qui disait toujours, à qui profite le crime. Et en fait, trouver l'économie qui peut profiter de ces situations-là. À l'heure actuelle, c'est l'Amérique, les États-Unis. Donc, pourquoi pas? Est-ce que c'est trop tard, trop tôt? Ça, personne ne le sait. Mais moi, j'aime bien analyser ça et me dire, ok, j'aime bien essayer de naviguer, de voir un petit peu ce qui est faisable, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire attention. Et autre point que j'aime bien faire aussi pour la diversification, c'est de discuter avec des gros investisseurs étrangers. Depuis que je suis au Canada, je discute beaucoup avec des Asiatiques et notamment beaucoup avec des Chinois qui, eux, investissent beaucoup en Amérique du Nord, plus en Europe notamment. Donc voilà, je me dis, si c'est des personnes qui ont beaucoup de capitaux, ils ont peut-être des infos qui sont différentes ou des conseillers qui sont bien meilleurs, et du coup j'aime bien
prendre connaissance de tout ça. Donc vraiment analyser tout ça, devenir son propre économiste aussi, faire des choix en connaissance de cause et en fonction de nous ce qu'on a envie et du degré de risque qu'on a envie de prendre. Mais voilà, c'est vraiment d'un aspect global, il faut être de plus en plus de faire de plus en plus attention. Et d'ailleurs, c'était un des conseils qu'on m'avait dit dès que je suis arrivé ici. Une personne qui avait plus de 80 ans, un très très gros investisseur immobilier ici, qui a des centaines de millions de patrimoine, qui m'a dit: le seul conseil que je peux te donner, deviens ton propre économiste. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est-à-dire que fais tes propres recherches, ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te dit, tous les médias, en plus des médias qui sont éventuellement que en France, 100% français. Regarde ce qui se fait dans le monde et vraiment voilà, deviens ton propre économiste et fais tes choix en connaissance de cause et ne suis pas ce qu'on te dit. Par exemple, un gars te dit investis là ou investis là, non. Fais tes recherches, deviens ton propre économiste. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle te plaît, qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager à des personnes autour de toi qui pourraient être intéressées par rapport à ça. N'hésite pas à la liker, à me mettre en commentaire du coup tout ça, si t'aimerais que je te tourne des vidéos sur d'autres sujets, le Canada, les États-Unis, l'investissement à l'étranger ou plein d'autres choses. Je me ferai un plaisir de les faire en tout cas. Et moi je te dis du coup à très vite et n'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse aussi, parce que je reprends les publications de vidéos avec tout un tas de sujets qui vont être vraiment intéressants. Donc n'hésite pas à t'abonner également et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.